la notion de matrice de la valeur fait suite à la notion de chaîne de la valeur. Donc elle s'inscrit en fait dans une progression dans laquelle on a la chaîne de la valeur, puis la matrice de la valeur, et nous verrons le cube de la valeur. De quoi s'agit-il? Quand on parle de chaîne de la valeur, on parle de la chaîne de la valeur physique, c'est-à-dire des moyens que je mets en œuvre pour créer la valeur que je vais distribuer au client. C'est pour ça qu'on trouve dans la chaîne de la valeur de la recherche et développement, de la production, du marketing, etc. Et des services, bien sûr, associés. La chaîne de la valeur, c'est donc finalement l'éclatement des coûts qui, rapportés au prix de vente, me permettent de dégager la marge. On aura donc intérêt à avoir une matrice, une chaîne de la valeur, la plus fine possible, celle où je suis le meilleur pour chacun des sujets. C'est-à-dire, grosso modo, la chaîne de la valeur, c'est le rassemblement de mes savoir-faire, c'est-à-dire ce que je fais mieux et moins cher que les autres. Si, dans ma chaîne de la valeur, il y a des choses que je fais plutôt moins bien et plutôt plus cher que les autres, j'ai intérêt à les sous-traiter, bien sûr, et s'il y a quelque chose qui devient exorbitant en termes de coûts, eh bien, j'ai intérêt à être dans le champ de la coopétition, donc à m'accorder avec un concurrent. La matrice de la valeur sert à repérer, à quantifier quelle valeur est créée par le client. Quand on dit par le client, créée pour le client, c'est-à-dire comment cette valeur est ressentie par le client. Autrement dit, de la chaîne de la valeur physique que j'ai en haut ici, et de la chaîne de la valeur que je vais appeler la chaîne de la valeur virtuelle, au sens où elle ne correspond pas à des usines, elle ne correspond pas à ce que fait l'entreprise, mais elle correspond à ce que le client ressent. Assez souvent, les entreprises recueillent des informations sur ce que pensent les clients, mais elles ne les utilisent pas. Assez souvent, elles recueillent ces informations trop tardivement. Donc, elles n'alimentent pas cette chaîne de la valeur virtuelle. Or, c'est la chaîne de la valeur virtuelle qui va me permettre d'ajuster ma chaîne de la valeur physique et de me rendre compte qu'à un moment donné, eh bien, je peux transformer un petit peu ma construction de valeur parce que je peux soit vendre plus cher quelque chose qui a beaucoup de valeur pour le client, soit au contraire, réduire le prix et partager finalement cette économie avec le client. Ce pilotage-là est déterminant puisque c'est le passage finalement d'une approche stratégique relativement poussée. Comme disait Ford, finalement mon client, peu importe, il peut demander la couleur qu'il veut à partir du moment où il demande la couleur noire. Et je saurais lui délivrer une Ford avec une couleur noire. C'est une des plaisanteries qu'on attribue à Ford. Mais en fait, là je passe en flux tiré en quelque sorte, c'est-à-dire que je vais essayer de comprendre comment le client ressent ma proposition de valeur. Autrement dit, travailler la matrice de la valeur, c'est s'assurer de la stabilité du marché sur lequel je suis. Si les taxis parisiens avaient un peu plus suivi ce que ressentaient leurs clients, à savoir que trop souvent les véhicules sont sales, que trop souvent, quand ils arrivent pour prendre un client, il y a au compteur une somme pharaonique, que trop souvent, ils prennent des itinéraires qui ne sont pas adaptés, eh bien très probablement qu'un certain nombre d'instabilités, celles notamment dues aux mototaxis, mais ensuite l'ubérisation, auraient eu un peu plus de mal à arriver. Alors un peu plus de mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette veille sur la valeur aurait permis aux taxis parisiens de s'ubériser avant Uber. Et ils pouvaient le faire puisque toutes les structures sont en place. La G7 et Taxi Bleu sont deux grosses holdings qui gèrent la majorité des taxis parisiens. Et ces deux grosses holdings, en plus, appartiennent aux mêmes actionnaires. Donc il n'y avait aucune difficulté à
travailler cette chaîne de la valeur virtuelle. Eh bien, en fait, ces entreprises-là n'ont pas voulu entendre d'une certaine façon leurs clients, et la conséquence, c'est qu'une grande partie de la valeur a été détournée. Cette grande partie de la valeur, elle est venue au niveau des aéroports avec les mototaxis, puisque c'était des courses qui rapportaient énormément d'argent, mais avec l'ubérisation, évidemment, beaucoup de courses aujourd'hui dans Paris. Il est encore difficile de chiffrer la part de marché prise par l'ubérisation, mais très clairement, c'est une évolution qui peut mettre à terme en danger les taxis parisiens traditionnels. Autrement dit, passer de la chaîne de la valeur physique à la chaîne de la valeur virtuelle, c'est remonter depuis le ressenti du client par rapport à la proposition de valeur vers la chaîne de la valeur physique pour y apporter un certain nombre de transformations. Vous pouvez voir d'ailleurs que dans l'hypermédia type Uber, dans l'ubérisation, il y a ce mouvement permanent de la chaîne de la valeur virtuelle vers la chaîne de la valeur physique. C'est-à-dire que dès qu'on termine une course, on note le chauffeur. Et que quand on a noté le chauffeur, si la note est insuffisante, on a mis un 2 ou un 3, on a automatiquement un mail qui est envoyé au client et qui lui demande ce qui s'est passé. Et il y a à ce moment-là soit une ristourne, soit une correction qui est apportée. Certaines entreprises ont un centre de gravité qui est plutôt du côté de la chaîne de virtuel et d'autres vers la chaîne de la valeur physique. C'était la différence fondamentale entre la FNAC et Amazon. On voit bien que la FNAC, son centre de gravité était autour des magasins. Je parle là notamment de la vente de livres, pour être clair, de l'aspect librairie. Là où du côté d'Amazon, on a de façon permanente le travail autour du ressenti client, qui dit ce qu'il pense des livres, ce qu'il pense des vendeurs de livres d'occasion sur Amazon, etc. Et donc, on a là un travail permanent d'adaptation à un ensemble qui devient tellement sophistiqué qu'on peut parler d'écosystème. C'est-à-dire que la responsabilité d'un entrepreneur, c'est de se rapprocher suffisamment de ses clients par une maîtrise de la chaîne de la valeur virtuelle, de façon à créer un écosystème, donc à rendre d'une certaine façon indissociable la relation entre lui et son client. Ce qui diminuera considérablement les renforcements marketing au sens de la publicité, puisque la meilleure publicité, c'est toujours la qualité du service.